Sleep less and play more. En 1986, personne n'oserait dire de Christopher Weaver que c'est un tir au flanc. Après de longues années d'études au Massachusetts Institute of Technology, il devient assistant réalisateur chez NBC, puis chez ABC, avant de prendre la vice-présidence du National Cable Television Institute. Il est aussi chef ingénieur au sous-comité de la communication au Congrès américain, ainsi que membre de l'Architecture Machine Group, un groupe d'artistes composé d'anciens élèves du MIT. Il ne lui manque alors qu'une corde à son arc, celle de l'entrepreneuriat. Il fonde sa première entreprise en 1980, Video Magic Laboratories, une compagnie qui conçoit des logiciels de simulation de véhicules pour l'armée. Comme à ses yeux il n'a pas encore assez accompli, il décide donc de créer une nouvelle entreprise. Mais cette fois, il veut voir si le marché du jeu vidéo sur PC est prêt à franchir un nouveau cap technologique. Son but ? Faire des jeux plus beaux et plus réalistes. Résident à Bethesda, dans le Maryland, il ne va pas chercher bien loin le nom de cette nouvelle entreprise. Bethesda Softworks. Bien que les premières années de la firme américaine soient marquées par de nombreux titres sportifs, c'est un tout autre genre de jeu qui va faire connaître la petite entreprise. L'open world RPG, en passant du médiéval fantastique au futur post-apocalyptique. Et en recrutant au fil des années certains des plus illustres développeurs de jeux vidéo connus, Bethesda s'impose aujourd'hui comme une des forces majeures du monde du jeu vidéo. Sous la supervision de Christopher Weaver, le premier jeu du studio est un jeu de football américain, Gridiron, qui exploite toutes les connaissances scientifiques de Weaver. Jusque-là, aucun jeu de football ne calculait la physique en temps réel pour déterminer la complétion d'une passe ou le déplacement des joueurs, alors que le nouveau titre auto-publié par la firme du Maryland est capable de faire tous ces calculs. Il est capable de déterminer la distance du jet d'un ballon en fonction de la masse, de la vélocité et même de la météo. Les ordinateurs de 1980 ne permettant pas de modéliser en plusieurs dimensions de la physique en temps réel, les graphismes, eux, ne s'en tenaient qu'à des points légèrement pixelisés qui représentent les joueurs. La performance est cependant suffisamment impressionnante pour attirer tous les regards et faire du jeu un vrai succès commercial, au point même de s'attirer l'attention d'une jeune et prometteuse start-up, Electronic Arts. EA, qui souhaite percer dans le domaine du jeu vidéo sportif et qui vient juste d'obtenir la signature du légendaire commentateur John Madden pour donner son nom à une franchise en cours de développement, est fortement intéressé par la technologie du jeu Gridiron. Un accord est alors trouvé et Electronic Arts obtient la technologie tant convoitée en échange d'une promesse faite à Bethesda d'éditer les prochains titres de Gridiron. Satisfait par le deal, la petite équipe du Maryland accepte. Mais une fois la technologie acquise, Electronic Arts délaisse complètement Gridiron, ne souhaitant pas s'auto-concurrencer. Christopher Weaver et son équipe, se sentant trahis, attaquent l'éditeur et demandent 7 millions de dollars de dommages et intérêts. Mais à ce jour, le verdict n'a jamais été rendu public. La résultante que nous connaissons est que Bethesda n'a plus jamais travaillé avec EA et que Madden est l'une des franchises les plus rentables du monde du jeu vidéo. Voilà. En parallèle de cette affaire, Bethesda continue de développer ses titres sportifs, dont Wayne Gretzky Hockey et sa suite, mais décide aussi d'explorer un nouveau terrain, celui des jeux à licence. En 1990, ils achètent les droits d'exploitation d'un petit film indépendant qui gagne en popularité, Terminator. En plus d'être le tout premier jeu sur le cyborg venu du futur, il s'agit là du premier jeu sur DOS de la jeune compagnie. Ce qui permet aux joueurs de tirer à la première personne, les premiers pas d'un genre qui sera conquis 3 ans plus tard par le jeu Doom. S'en suivent de nombreuses autres licences, dont Home Alone, plus connu sous le nom de Maman j'ai raté l'avion, et Où est Charlie, tous les deux édités par THQ. En dehors de ces deux titres, Bethesda fait toujours le choix d'auto-éditer son travail, comme les nombreux titres Terminator. La même année, Bethesda quitte Bethesda. Le studio quitte la ville qui lui a donné son nom pour s'installer à Rockville, toujours dans le Maryland. Mais la décision est rapidement prise de ne pas changer de nom.
C'est aussi à cette période que l'équipe ressent l'envie de créer quelque chose de nouveau, lassée par les jeux de sport et les jeux à licence. Ironiquement, aucun des membres de l'entreprise n'est réellement passionné par le sport, préférant de longues parties de Donjons et Dragons ou des sessions sur Ultima Underworld. Au lancement de ce tout nouveau projet, l'idée est de combiner leur savoir-faire en matière de jeux de sport compétitifs avec leur passion pour l'heroic fantasy. Arena est un jeu de gladiateurs où le joueur est invité à construire une équipe de glorieux combattants qui parcourent le monde pour se battre jusqu'à la mort dans des stades bouillonnants. Mais l'équipe souhaite rajouter un contexte et décide alors d'intégrer une histoire. Et pour enrichir encore un peu plus le jeu, ils ajoutent aussi quelques quêtes annexes à faire entre deux tournois. Assez rapidement, l'histoire et les quêtes annexes gagnent en profondeur et deviennent pour les membres de l'équipe l'aspect le plus plaisant du jeu. Au point même que l'idée de tournoi est complètement abandonnée. Et c'est finalement presque par accident que Bethesda se retrouve avec un open world RPG à la première personne dans les mains. Le monde d'Arena est absolument gigantesque, un des plus vastes jamais créés dans un jeu vidéo. Bien sûr, l'équipe a dû tricher. Toutes les villes ont bien été modélisées à la main par les développeurs, alors que les paysages et les chemins sont générés procéduralement. Ce qui implique qu'à chaque fois qu'un joueur quitte une zone habitée, il découvre de nouveaux passages, de nouveaux donjons et de nouveaux obstacles. Les monstres et les rencontres aussi sont différentes à chaque exploration. Très proche et semblable à la série des Ultima, Arena se démarque surtout par la profondeur de son univers. Par contre, après ces très nombreuses modifications, il est assez évident pour tout le monde que le titre Arena n'est plus adapté. Le marketing ayant déjà commencé avec ce nom, un compromis est donc trouvé, et le jeu est finalement renommé The Elder Scrolls Arena. Prétextant que le monde du jeu est rempli de tellement de dangers, qu'il s'agit en fait d'une grande arène. Mais le nom du jeu n'est pas le seul problème de Bethesda pour ce qui est du marketing. L'entreprise a promis aux revendeurs que le jeu serait prêt pour Noël 1993. Ce qu'il ne sera pas. Et à sa sortie en mars 1994, les ventes sont très timides. Les joueurs se plaignant principalement qu'il ne s'agissait pas du tout du titre de gladiateur qui leur avait été promis. Pire encore, certains donjons sont si difficiles que de nombreux joueurs n'ont jamais vu le monde extérieur du jeu. Cependant, les joueurs qui ont réussi à sortir du premier donjon ont eu la chance de découvrir un des mondes les plus riches, les plus vastes et les plus libres qu'un RPG n'ait jamais offert. Dans une carte immense et grâce à une histoire immersive, les joueurs sont happés durant des dizaines d'heures sans jamais voir de fin. De plus, chacun peut y jouer à sa manière. Il est évidemment possible de suivre l'histoire principale, mais il est aussi possible de l'ignorer complètement pour explorer le monde du jeu. Il est possible de s'y balader à la recherche de donjons, de trésors ou d'ennemis à tuer. Et l'approche des combats peut être brutale ou furtive. On peut choisir de rechercher la richesse absolue ou vivre en ermite. Quelle que soit la fantaisie que le joueur désire, Arena lui offre. C'est le bouche à oreille qui sauve le jeu, mais il est relégué au rang d'underground par la communauté. À la surprise générale du studio, le jeu est un succès commercial, et la jeune franchise Heroic Fantasy semble avoir un avenir radieux. Étant donné qu'il s'agit là du titre le plus personnel de la jeune compagnie, la fierté et la joie n'en est que décuplées. D'abord vendu sur disquette floppy disk, le jeu est ensuite adapté sur CD-ROM. Pour tester et patcher les bugs, Bethesda fait appel à un jeune mais ambitieux game maker, Todd Howard. Yeah, I started in '94, so it was a small game development studio. Maybe there's 25 people there. The first project I did was actually NCAA basketball. I came in, there was an outside developer making it, and it was work with them and get this out in 3 months. So the game ended up as you would expect. In those days, again, there's 20-some developers. Everybody does everything. So the CD-ROM version of Arena was a thing I was given to help shepherd along. So I did a lot, you know, I viewed myself as the main QA resource as well. I played it like mad over and over and over again. Alors qu'une partie de l'équipe s'occupe de finir Delta V, un jeu de bataille spatiale, Todd Howard prend la direction du prochain Terminator produit par le studio, Future Shock.
c'est le premier jeu de l'entreprise à bénéficier du nouveau moteur de jeu fait maison par Bethesda, le X-Engine. Sorti en 1995, il s'agit d'un des premiers moteurs à utiliser de vrais polygones 3D, une technologie graphique qui sera popularisée un an plus tard par ID Software et leur jeu Quake. Todd Howard est ensuite mis à contribution pour développer l'expansion pack de Future Shock, qui se transforme finalement, ensuite nommé Skynet. Le jeu voit le jour en 1996. And looking back, I'd only been there 3-4 months, and here I'm okay, you're in charge of this game. I don't know how that happened. It seems I was very eager, and but again, these were small teams and small. Probably talking about like 8 people, and I jumped in and was managing the project and started doing a lot of level design. So I probably built half the levels in that game myself. Malgré le succès évident des titres Terminator, c'est bel et bien The Elder Scrolls qui est la franchise phare du jeune studio. Maintenant équipée de leur propre moteur de jeu, l'équipe est fin prête pour démarrer le développement du jeu le plus ambitieux de leur histoire. Ignorant que leur nouveau bébé allait presque faire couler le studio pour de bon. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir comment Bethesda a failli céder sous son propre poids. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines vidéos et cliquez sur la petite cloche pour en être notifié. Merci d'avoir regardé l'histoire de nos jeux vidéo.